Bonjour, mon nom est Éric Breton, je suis enseignant-chercheur à l'École des hautes études en santé publique. Je suis aussi le titulaire de la chaire INPS en promotion de la santé à l'EHESP. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la promotion de la santé, donc vous donner un bref introduction à cette approche qui est apparue au cours des 40 dernières années. Alors, donc, dans la première partie, je veux m'arrêter sur la question de l'histoire, donner un petit portrait historique de l'évolution de la santé publique, ce qui va permettre de comprendre en quoi la promotion de la santé contribue donc à la mission de santé publique, donc l'amélioration de la santé des populations. Après, on va définir la promotion de la santé et aussi les principes qui encadrent la pratique. Alors donc, pour comprendre le chemin parcouru, savoir pourquoi aujourd'hui on parle de promotion de la santé, il faut comprendre que quand on était au 19e siècle, on parlait d'hygiénisme. Et l'hygiénisme, c'était avec donc les grands noms de l'hygiénisme, parlait donc d'action sur les environnements, sans savoir, en fait, sans connaître quoi que ce soit sur les agents pathogènes en lien avec les maladies donc infectieuses. Alors de ça, on est parti donc, le programme des hygiénistes, c'était essentiellement un programme d'action sur les environnements, donc nettoyer les environnements, parce que la théorie sur laquelle on se basait était celle des miasmes, donc une théorie qui dit que les maladies infectieuses sont le produit des effluves, de la décomposition des matières organiques. Alors, on est parti de là avec tout un chantier donc d'infrastructures sanitaires. On améliorait donc les conditions de logement, les conditions dans les villes, on nettoyait les villes et donc on est arrivé avec des résultats extrêmement intéressants qui aujourd'hui évidemment nous incitent toujours à continuer à poursuivre ce travail donc d'ingénierie sanitaire. Quand on regarde en fait l'évolution des maladies infectieuses à travers le temps, on voit bien qu'en fait ces maladies infectieuses, elles ont diminué de manière absolument remarquable, essentiellement parce que les hygiénistes ont permis donc de diminuer l'exposition aux agents pathogènes par leurs travaux sanitaires. Donc c'était bien avant les progrès de la médecine, donc les progrès médicaux. La prochaine étape donc, qui mérite d'être décrite, c'est celle évidemment de la révolution pasteurienne avec la publication en 1861 de la théorie des germes, donc de Pasteur. Ce qui est important de savoir, en fait, pourquoi il faut s'arrêter sur cette époque-là, mais évidemment, la révolution pasteurienne a amené donc une contribution absolument remarquable à la santé des populations. On pouvait enfin prévenir les maladies infectieuses en agissant directement sur les agents pathogènes. Mais ce que ça va avoir aussi comme impact, ça va être un impact sur notre façon de penser la santé publique. La santé publique, comme j'ai dit, elle était essentiellement centrée sur des actions sur l'environnement, très peu sur les individus en fait. Et donc, l'approche pasteurienne, elle amène cette espèce d'utopie de la fin. Donc, on a cette utopie de dire on va un jour éliminer la maladie et la mort grâce donc au progrès de la médecine. Donc, on va constater, observer en quelque sorte une biomédicalisation de la santé publique avec des interventions qui vont beaucoup être axées sur les individus, comme siège de la maladie. Alors, mais cette stratégie-là va connaître un peu ses limites, même si elle est encore extrêmement pertinente, avec la montée des maladies chroniques, avec la transition épidémiologique autour de la Deuxième Guerre mondiale, on va voir donc que les populations vont mourir essentiellement de maladies chroniques et non plus des maladies infectieuses. Et donc, la solution pasteurienne, qui était donc d'agir sur les individus, va avoir un peu ses limites. Parce que dans l'approche à perspective pasteurienne, où on vaccine en quelque sorte,
on va appliquer un peu cette façon de voir, de dire, ben donc, plutôt de vacciner donc un vaccin, on va en quelque sorte vacciner à partir donc de vacciner des connaissances, donc parce qu'on sait que les maladies chroniques sont liées pour une partie, donc l'explication des maladies chroniques vient des comportements, donc il y a les facteurs comportementaux qui sont importants. Cela dit, on va avoir une remise en question de ça en voyant que au cours des années, malgré la hausse extrêmement importante des budgets associés, dédiés aux soins de santé, on va voir que dans les soins de santé, il y a une limite donc à leur contribution à la santé des populations. La première sonnette d'alarme, on peut on peut l'identifier comme étant celle qui est venue avec la publication du rapport Lalonde. Donc, c'est le nom du ministre de la Santé canadien, donc qui en 1974 avait publié ce document de travail dans lequel on reconnaissait qu'effectivement, la santé d'une population, ce n'était pas juste une question de soins de santé, qu'il y avait des déterminants liés à ça. Et en fait, on revenait avec un discours sur l'environnement en disant, mais il y a évidemment quelque chose qui doit être abordé là, dans les environnements. Aujourd'hui, ce qu'on voit, le lien entre les soins de santé et la santé des populations, quand on compare les pays entre eux, on voit bien que cette relation n'est pas très forte. Et donc, à partir d'un certain niveau de richesse des pays, on voit bien que les investissements en soins de santé ne se traduisent pas automatiquement donc en gain de santé pour la population. Alors, quand on regarde, on compare par exemple le Japon qui a la plus longue espérance de vie. Donc, aujourd'hui, on parle probablement de 82 ans. En 2000, on parlait de 81 ans. On voit bien que c'est un pays qui, en termes d'offres de médecins, de densité médicale, ce n'est pas le pays qui en offre le plus. Et pourtant, il fait beaucoup mieux que bien d'autres pays qui jouissent d'une densité médicale beaucoup plus forte. On a évolué donc à partir de ça. Donc, ça a été les remises en question de ces programmes vont nous amener aussi à une remise en question de la portée des stratégies qui visent exclusivement l'éducation à la santé, donc qui passent par l'éducation à la santé. La sonnette d'alarme, encore une fois, pour utiliser ce terme, va venir des États-Unis où on va on va déployer toute une série de programmes extrêmement ambitieux, de changements comportementaux, qui vont se traduire à la plus grande consternation donc, de ceux qui les avaient développés et déployés, des résultats extrêmement minimes, donc au vu des investissements, c'était des résultats modestes et même parfois aucun résultat. Et ce qu'on a réalisé, c'est que dans le fond, on avait dans ces programmes-là beaucoup investi on s'était centré exclusivement sur des stratégies liées aux individus, donc à l'éducation à la santé, et qu'il y avait des limites importantes donc entre le niveau de connaissance, donc le fait que les individus connaissent un risque et leur comportement. Donc on voyait bien que le lien entre connaissance et action était en quelque sorte pas aussi fort qu'on le pensait. Alors, donc aujourd'hui, on le voit bien, on a des multiples exemples des limites de stratégie populationnelle axée exclusivement sur des stratégies d'éducation à la santé. On le voit par exemple ici avec un programme qu'on suit l'évolution du tabagisme au Canada, pour utiliser cet exemple-là. On voit bien que donc il y a une montée, comme dans tous les pays industriels, on a observé donc une forte croissance du tabagisme dans la population, suivie d'un plateau et après d'une diminution. Quand on regarde, quand on essaie d'expliquer en fait la chute du tabagisme, par exemple ici dans la population canadienne, on ne peut pas l'expliquer exclusivement par l'éducation à la santé. En fait, l'effet de l'éducation à la santé est lié plutôt à la diffusion, donc de la connaissance des risques liés au tabagisme à travers la population. Donc, il y a des rapports qui sont sortis, entre autres aux États-Unis, le rapport du directeur de santé publique américain, qui va montrer, donc, qui va établir clairement, comme l'avaient fait les Anglais en 1950, qu'il y a un lien clair entre le tabagisme et le cancer du poumon et toute une série de cancers.
Mais la réduction significative, vraiment, l'éducation à la santé donc, va être efficace auprès des populations adultes, mais chez les jeunes, ce qui va réduire le tabagisme, c'est clairement des mesures sur l'environnement. Les jeunes sont peu sensibles à la connaissance, hein, et au risque. L'idée de risque, comme on le sait, est un concept plutôt flou pour eux. Alors, donc, d'où l'importance d'agir sur les environnements, les normes sociales, les environnements sociaux, les environnements économiques. Et dans le cas ici qui nous intéresse, c'est en fait toute une série de politiques de hausse de taxation donc, des cigarettes qui va donc générer une diminution donc, de la demande auprès des jeunes. Les jeunes n'auront plus autant un accès aussi facile aux produits et vont donc se tourner, donc vont s'y initier beaucoup moins qu'ils ne le faisaient avant. Alors, aujourd'hui, c'est sur la base de ces constats, des limites de nos approches en santé publique, du fait qu'on est face à des défis extrêmement importants comme celui des inégalités sociales de santé, et le fait qu'on constate très bien qu'entre pays, juste même pour la région européenne, on voit de fortes différences au niveau de santé. Donc, l'importance d'adopter des approches nouvelles. Alors, la santé publique comprise aujourd'hui, on a l'OMS qui nous a fixé le cadre de ça, et c'est en fait conforme à ce qu'on voit un peu partout dans le monde, donc dans les États, c'est que la santé publique est donc considérée sous l'angle de trois fonctions, trois missions centrales. Alors, la première, c'est la protection de la santé. La protection, c'est quoi? C'est en fait toutes les mesures, par exemple, d'inspection des aliments dans les restaurants, dans la cuisine collective, l'inspection donc des différents systèmes de sécurité, par exemple dans les véhicules automobiles, toutes les normes de fabrication. Donc, c'est la protection. Autrement dit, on protège la population de façon passive. La population n'a pas à réfléchir à sa protection sur différents aspects. Elle conduit des voitures maintenant qui sont beaucoup plus sécuritaires qu'elles ne l'étaient à l'époque. Et ça, donc, c'est une protection qui est dite, c'est une prévention dite passive qui passe par des normes de protection. L'autre mission, évidemment, c'est la prévention des maladies. La prévention, donc, j'y reviendrai. Donc, on veut prévenir donc, les facteurs de risque et maladies chroniques, maladies infectieuses. Et le troisième bloc, et on voit que ces blocs-là, donc ces missions sont interreliées, il n'y a pas de limite stricte entre les trois missions. Il y a maintenant, évidemment, la promotion de la santé, donc, qui fait partie prenante donc, de ces fonctions de santé publique. On le voit, la promotion de la santé, donc, elle vient à un moment où on s'interroge beaucoup, entre autres, sur les inégalités sociales de santé. On voit qu'il faut, ces inégalités-là doivent être abordées sous l'angle des déterminants sociaux de la santé. Toute l'avancée de la science aujourd'hui en santé des populations nous montre bien que si on veut améliorer la santé d'une population, on peut évidemment passer par les soins, mais comme on a vu, les soins ont un impact limité quand on compare les pays, donc pour expliquer les différences interpays. Donc, ces déterminants-là, on peut citer donc des déterminants sociaux, donc des déterminants qui sont liés à l'organisation de la société. On peut on peut citer donc l'emploi, on peut citer le niveau de revenus, on peut citer le logement, on peut citer le niveau d'éducation. Donc, la promotion de la santé est intéressée par ces déterminants-là parce que ils figurent parmi les déterminants les plus lourds, donc qui expliquent la santé d'une population. Alors, il y a tout des outils, j'y reviendrai, mais vraiment, donc, la promotion de la santé est venue comme une phase donc, de l'évolution de la santé publique, parce qu'on a très bien vu qu'au-delà des comportements, au-delà de l'éducation, il y avait tout un champ, tout un espace de facteurs expliquant la santé des populations qui n'est pas compris donc, dans les comportements et ainsi de suite.
Alors aujourd'hui, on se retrouve donc avec des politiques qui sont alignées sur ces missions-là. Je cite celle de la politique européenne, Santé 2020, donc qui va guider donc les efforts donc d'amélioration de la santé des populations pour les prochaines années, donc dans la région européenne. Alors, pour la question de la prévention, simplement rappeler qu'on se questionne sur qu'est-ce que la prévention. Bien, la prévention, elle se décline en trois niveaux. On a la prévention dite primaire, certains vont la désigner comme prévention universelle, donc qui vise tout le monde. Donc, on n'est pas, quand on fait un programme de prévention primaire, par exemple en tabagisme, on va pas dire, on va pas viser juste les fumeurs ou ceux qui vont, qu'on sait qu'ils sont à très fort risque de commencer de fumer. On va viser tout le monde, justement pour prévenir s'assurer qu'au sein de la population, il y a une norme sociale, il y a des environnements, il y a des politiques publiques qui rendent ce choix un peu plus difficile ou vont faire qu'il est plus facile pour les membres de la population de ne pas commencer à fumer ou de cesser de fumer. La prévention secondaire, elle s'intéresse au groupe à risque. Donc là, on est plus ciblé. On va, par exemple, s'intéresser aux gens qui souffrent d'une condition chronique, par exemple le diabète. Donc, on n'est pas sur l'ensemble de la population, on est vraiment sur ceux qui ont développé soit la pathologie ou sont porteurs ou exposés aux facteurs de risque, par exemple une consommation faible en fruits et légumes. La prévention tertiaire, elle vient plutôt donc comme filet de sécurité en quelque sorte, elle vient à la fin, c'est-à-dire donc c'est chez les patients, c'est d'essayer donc par exemple quelqu'un qui souffre du diabète ou qui a complications liées au diabète, peut-être donc qui a été dans le système de soins, de faire en sorte que cette personne-là ne va pas faire une rechute ou va être en mesure de vivre avec sa condition, ce problème de maladie chronique, sans que ça ait un impact trop important sur son bien-être et les autres, ou que ça génère d'autres pathologies. Alors ça, c'est la prévention. Et la prévention, elle est donc très axée, elle est axée sur les pathologies et les facteurs de risque. Et c'est pour ça que la promotion de la santé s'en distingue, même si on peut, dans bien des cas, dans la littérature, on retrouve beaucoup une conception de la promotion de la santé où on en parle comme étape donc de l'évolution de la santé publique et on dit donc qu'elle englobe aussi la prévention. Donc, la promotion de la santé, on la connaît à travers la Charte d'Ottawa, donc, qui est en fait le document qui est fondateur donc, de cette approche. En fait, elle tient un mouvement, c'est un mouvement de professionnels de la santé qui étaient donc très critiques contre les approches, donc qui étaient exclusivement centrées sur des stratégies individuelles, donc d'amélioration des connaissances ou de changement des attitudes. Alors, promotion de la santé, donc les gens qui ont développé ça, les professionnels, les chercheurs, ce qu'ils disaient, c'est qu'il fallait évidemment agir sur les environnements et qu'il y avait des conditions de vie, tout ça qui devait être abordé, donc qui devait être l'objet aussi des pratiques en promotion de la santé. Il y a tout un agenda de justice sociale, évidemment, qui est lié à ça. En 1986, donc, quand la charte a été rédigée, on parlait évidemment beaucoup du fait qu'on laissait derrière une bonne part de la population dans nos programmes et qu'il y avait un risque important donc d'aggraver les inégalités sociales de santé. Quand on regarde donc la Charte d'Ottawa plus en détail, on voit qu'il y a des leviers, donc ce qu'on appelle les leviers d'action pour promouvoir la santé. Donc le document, qu'est-ce qu'il fait? Il établit en quelque sorte un plan de travail sur ce qu'on doit faire donc, pour promouvoir la santé d'une population. On voit évidemment qu'on considère que les politiques publiques jouent un rôle extrêmement important donc pour agir sur la santé. Donc, c'est évidemment aussi une cible. On doit donc s'intéresser aux décisions prises au niveau politique, que ce soit au niveau local, régional ou au niveau national. Alors, des actions de promotion de la santé sont aussi des actions de plaidoyer, des actions où on va essayer de modifier les politiques publiques.
On va évidemment travailler beaucoup sur la notion d'environnement favorable, toute la question de milieu de vie. Donc, on va dire ce qui est important, c'est de travailler sur ces milieux de vie, que ce soit des écoles, milieux de travail, milieux de loisirs. Donc, ce sont des milieux qui sont en quelque sorte des complexes, des systèmes dans lesquels se crée la santé et le bien-être. On va aussi, donc, comme chantier, parler beaucoup de renforcer l'action communautaire, c'est-à-dire donner les moyens au niveau local, donc aux populations, d'agir sur leur propre santé. Et ça, on a beaucoup d'exemples de programmes qui vont donner des résultats extrêmement intéressants, extrêmement significatifs et qui vont donc permettre à une population de se sortir, par exemple, de la misère et d'améliorer tous ces indicateurs, que ce soit les indicateurs sanitaires et sociaux. On travaille évidemment, on continue à travailler sur l'acquisition des attitudes individuelles. Donc, on parle ici évidemment des programmes d'éducation à la santé. On n'a pas mis ça au panier, c'est toujours là. Mais on parle aussi de réorientation des services de santé. Autrement dit, les services de santé ne doivent pas se limiter à une mission exclusivement liée à l'offre de soins. Par exemple, les services de santé doivent avoir ce rôle de plaidoyer et dire, donc utiliser leur légitimité pour parler de ces déterminants de la santé et d'agir aussi dans des approches de prévention et donc de promotion de la santé. Deux principes importants, bien, il y a le principe évidemment de la participation de la population. Et aujourd'hui, on voit bien que ces principes-là qui avaient été adoptés en 86, donc qui étaient mis de l'avant en 86, c'est un principe qui était guidé donc par un projet démocratique. Mais on voit bien aujourd'hui qu'au-delà du principe de démocratie, donc participative, et la participation de la population est aussi absolument incontournable et garante en tout cas garante, est une condition sine qua non à la réussite, donc à l'efficacité des programmes, au succès des programmes. Donc on doit aussi inclure les populations parce que c'est ce qui va aussi permettre au programme d'avoir leur effet. Et bon, évidemment, la question évidemment de l'équité en santé, donc de ne pas agir comme on le fait beaucoup, sans le vouloir, donc avec des effets sur l'accroissement des inégalités sociales de santé. Alors, quand on regarde aujourd'hui, et donc avec un peu de recul, quand on regarde en France le contexte dans lequel on évolue, on voit malheureusement que la promotion de la santé occupe encore une place, en tout cas du moins dans les politiques, dans les politiques de santé nationale, la promotion de la santé est très discrète, elle est peu évoquée dans ces documents-là. On l'évoque surtout du côté de l'éducation à la santé, ce qu'on voit bien maintenant, et qu'une stratégie parmi tout un panier de stratégies qu'il faut mettre en place pour promouvoir la santé. Mais ce qu'on voit par contre, c'est qu'on a énormément d'opérateurs sur le terrain qui, dans la pratique, font beaucoup de programmes de promotion de la santé. On pense évidemment donc à des opérateurs nationaux comme l'INPES, donc, et son support donc en expertise. On pense aux ARS, les directions de santé publique, qui aujourd'hui sont en train de découvrir toute l'ampleur de la tâche et à quel point donc la santé de leur population est liée justement à ces déterminants sociaux de la santé et qu'il est absolument nécessaire de passer à d'autres façons donc d'agir, d'autres modes d'intervention, d'autres approches. On pense entre autres aux instances régionales d'éducation et de promotion à la santé, donc les IREPS. Donc il y a tout un réseau d'IREPS dans les régions qui évidemment aussi est un acteur central donc, de la promotion de la santé, autant en termes d'action que de support en expertise, donc au niveau régional. On a des pôles de compétences qui sont animés par les IREPS. On a aussi les comités départementaux d'éducation à la santé. Et aussi, énormément de villes aujourd'hui sont impliquées en santé publique, même si la santé publique n'était pas un rôle qui leur est échu. On voit quand même beaucoup de villes qui aujourd'hui réalisent qui ont un impact sur la santé, qui s'intéressent à la promotion de la santé,
parce que on voit beaucoup en termes de, on l'aborde beaucoup sur la question de la cohésion sociale, mais on voit bien que la cohésion sociale est quelque chose qui nous questionne, qui nous amène à nous questionner sur le fait qu'on doit, qu'en améliorant la cohésion sociale des sociétés, on va avoir aussi un impact sur la santé des populations. Un des déterminants importants, d'ailleurs, de la santé des populations, c'est l'isolement social. C'est un problème qui est extrêmement important et on sait très bien que dans les groupes qui souffrent d'isolement social, les problèmes de santé sont plus prévalents. Donc, l'isolement social, la cohésion sociale auquel chantier que les villes ont pris dans lequel ils ont décidé de s'impliquer, est vraiment quelque chose qui contribue à la santé des populations. Alors, aujourd'hui encore, ce qu'on voit, on a au niveau de l'OMS, une fois de plus, on voit très bien que pour réduire les inégalités, les inégalités sociales de santé étant maintenant le défi numéro 1 de la santé publique contemporaine, ce qu'on sait, c'est que la promotion de la santé va devenir donc une approche qui va permettre en fait d'améliorer les conditions de vie quotidiennes. Les conditions de vie quotidiennes sont considérées comme l'objectif, donc l'amélioration de ces conditions-là, c'est la condition donc nécessaire donc, à améliorer la santé d'une population de façon équitable. Alors, le HSP est impliqué donc, dans l'éducation, la formation en promotion de la santé. On est aussi impliqué d'essayer de faire évoluer les politiques publiques, notamment par des initiatives comme le plaidoyer sur l'action sur les déterminants sociaux de la santé, auquel plusieurs, donc le ministère de la Santé, DGS, la Société française de santé publique, l'Union internationale en promotion et éducation de la santé et l'ARS Île-de-France ont contribué. On est donc au cœur de l'approche de la santé publique contemporaine et donc on vous invite, on invite les professionnels à vraiment s'impliquer dans cette mission. Alors en somme, pour conclure, donc on a besoin aujourd'hui de professionnels qui vont faire preuve d'innovation sociale. On a besoin de professionnels qui comprennent quels sont les enjeux, quelles sont les approches, quels sont les déterminants de la santé des populations. Et on sait que ces déterminants sociaux de la santé sont centraux. Et c'est ça qui distingue les niveaux donc de santé qu'on voit interpays. Pour ça, on a besoin donc d'expertise, une expertise qui va permettre d'agir sur des systèmes complexes d'acteurs avec des interventions tout aussi complexes. C'est cette expertise-là qu'on doit développer et c'est le défi auquel nous sommes aujourd'hui confrontés, nous professionnels et chercheurs en santé publique. Merci.